Fermez les yeux 2 secondes et essayez d'imaginer un vrai millionnaire. Spontanément, on voit quoi? La grosse voiture de sport italienne rouge vif, le costume sur mesure ultra cher et peut-être une immense villa avec piscine à débordement? C'est l'image classique en fait, celle qu'on nous vend à la télé, dans les films ou sur les réseaux sociaux depuis toujours. Mais et si tout ça était complètement faux? Et si la réalité était carrément à l'opposé? Au Texas, ils ont une expression que je trouve absolument géniale pour décrire ça. Ils parlent de gens qui ont un grand chapeau, mais pas de bétail. En gros, c'est le fameux « tout dans le paraître ». Ça décrit à merveille ces personnes qui s'affichent avec les derniers vêtements de créateurs, qui roulent dans des voitures hors de prix, mais dont le vrai compte en banque, eh bien, il est désespérément vide. Accrochez-vous bien, parce que ce qu'on va voir aujourd'hui va complètement exploser vos idées reçues sur la vraie richesse. Alors, bienvenue dans cette analyse détaillée basée sur le célébrissime livre « Le millionnaire d'à côté ». On va décortiquer ensemble les résultats d'une étude super rigoureuse sur les personnes fortunées. L'idée, c'est de comprendre qui détient vraiment le capital aujourd'hui et surtout, comment ils ont fait pour l'accumuler. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Première partie, le mythe du millionnaire. Il est grand temps de démonter un peu cette illusion hollywoodienne et de séparer les faits de la fiction. Tout ce qu'on va aborder aujourd'hui repose sur des années et des années de recherche intensive. On parle de vastes enquêtes à l'échelle nationale, de dizaines de groupes de discussion et de milliers de données compilées. Le but ? Redéfinir de A à Z le profil typique de l'Américain qui a construit sa propre fortune. Donc attention, on n'est pas du tout sur de vagues théories de développement personnel là. C'est du concret, c'est de la statistique pure et dure. Et ça illustre parfaitement le fossé gigantesque entre avoir l'air riche et l'être pour de vrai. Les chercheurs prennent souvent l'exemple du cadre supérieur dans la finance. Le gars porte une montre à 5 000 €, il a la toute dernière berline allemande en leasing, et à côté, le vrai millionnaire typique, il a quoi? Une bonne vieille montre Seiko ou Timex au poignet, et il conduit une Ford qui a déjà pas mal d'années au compteur. Il y en a un qui joue aux riches pendant que l'autre l'est réellement. C'est fou, non? Deuxième partie, le revenu n'est pas la richesse. C'est peut-être l'erreur la plus commune et la plus dangereuse qu'on puisse faire avec l'argent. Il faut absolument qu'on soit clair sur un truc fondamental. Vivre comme un prince parce qu'on a un gros salaire, ça n'a rien à voir avec la création de richesse. Honnêtement, si quelqu'un gagne 1 million par an, mais qu'il dépense ce même million chaque année pour maintenir un train de vie de dingue, il ne s'enrichit pas. Zéro. Il vit juste de manière très très extravagante. La vraie richesse, ce n'est pas l'argent qui ne fait que transiter par le compte en banque. C'est l'argent qu'on parvient à conserver sur le long terme. Et ce qui est super intéressant quand on regarde ces chiffres de plus près, c'est que ça détruit complètement l'idée qu'un gros salaire garantit la fortune. Tenez, si on classe les statistiques par origine, on voit que les Américains d'origine écossaise accumulent un patrimoine incroyable, alors même que plus de 60% de leurs ménages millionnaires gagnent moins de 100 000 $ par an. Moins de 100 000! Ils font largement mieux que d'autres groupes qui, sur le papier, gagnent beaucoup plus d'argent au quotidien. Leur secret, une frugalité presque extrême. Donc oui, le revenu, ça ne se transforme pas par magie en richesse. Troisième partie, êtes-vous PAOV ou UAOV? On va voir comment calculer concrètement votre propre potentiel financier. Prenez juste une petite seconde pour regarder cette équation. Elle est toute simple mais redoutable. Vous prenez votre âge, vous le multipliez par le revenu annuel brut de votre foyer et vous divisez tout ça par 10. Bam! Le chiffre que vous obtenez là, c'est censé être votre valeur nette idéale aujourd'hui. C'est un calcul de tête hyper rapide mais qui provoque souvent un vrai choc électrique en nous montrant à quel point on gère bien ou pas notre épargne. À partir du résultat de cette formule, on peut diviser les gens en deux camps bien distincts. D'un côté, on a les PAW, les accumulateurs prodigieux de richesse. Eux, ils sont tout en haut du classement et ils pèsent généralement le double de ce que notre petite équation vient de calculer. Chapeau. Et de l'autre côté, on a les UAW, les sous-accumulateurs. Eux, ils brassent peut-être énormément d'argent tous les mois, mais cet argent s'évapore quasi instantanément dans une consommation frénétique. Pour vraiment comprendre, regardons ce cas concret tiré de l'étude. D'un côté, on a Bubba. Bubba, à 50 ans, il vend des mobil-homes. Et de l'autre, on a James, 51 ans, qui est un avocat hyper coté. Leurs revenus, pratiquement les mêmes, autour de 90 000 $ par an. Mais regardez la différence de dingue. Bubba, avec son job en col bleu, a une valeur nette d'un peu plus d'1 million de $. C'est un vrai pot. James, l'avocat de haut vol, peine à dépasser les 225 000 $. Pourquoi une telle différence? Eh bien, l'avocat doit financer en permanence ses costumes hors de prix, ses abonnements au club de golf, sa voiture de luxe, tout ça juste pour maintenir son statut social. Bubba, lui, n'a aucune de ces pressions. Il garde son argent. Quatrième partie, le secret, c'est la frugalité. C'est vraiment le comportement central qui sépare définitivement les vrais bâtisseurs de patrimoine de ceux qui surconsomment en perdant le sommeil. Alors là, les chercheurs racontent une anecdote que je trouve juste incroyable. Ils devaient interviewer des déca-millionnaires, donc des gens qui pèsent plus de 10 millions de dollars chacun. Pour bien les accueillir, l'équipe loue un immense penthouse de malades à Manhattan et ils font venir des concepteurs gastronomiques.
Sur le buffet, 4 types de pâtés haut de gamme, 3 sortes de caviar et des bouteilles de Bordeaux exceptionnelles d'un grand cru de 1970. Dans leur tête, c'était une évidence. C'est exactement ce que réclame le palais délicat des ultra-riches, pas vrai? Et là, le tout premier invité arrive. Monsieur Budd, un baron de l'immobilier, qui débarque dans un vieux costume un peu élimé. On lui propose un verre de ce fameux grand cru, et là il lâche cette phrase monumentale qui brise toutes leurs certitudes. Moi, je bois du scotch et 2 sortes de bières, la gratuite et la Budweiser. Et vous savez le pire? Sur tous les décamillionnaires présents ce jour-là, aucun, je dis bien aucun, n'a touché à cette nourriture extravagante. Les chercheurs s'étaient complètement plantés en se fiant aux vieux clichés télévisés sur la richesse. Et en fait, on retrouve cette fameuse frugalité dans toutes les statistiques de l'étude. Regardez un peu ça. La moitié des millionnaires sondés n'ont littéralement jamais dépensé plus de 399 $ pour un costume de toute leur vie. 399 $. Et on a seulement un tout petit pourcent d'entre eux qui a déboursé plus de 2800 $. La vérité, la vraie de vraie, c'est que le millionnaire type vit très en dessous de ses moyens. Il n'a aucun besoin psychologique d'impressionner son voisin avec des étiquettes prestigieuses. 5e partie, les 7 règles d'or. Voyons très concrètement comment vous pouvez mettre tout ça en pratique au quotidien. Donc, le point crucial, c'est de s'approprier ces 7 habitudes qu'ils ont tous en commun. 1. On l'a dit, vivre en dessous de ses moyens, systématiquement. 2. Être hyper efficace dans la façon d'utiliser son temps et son argent. 3. Préférer 100 fois l'indépendance financière au fait d'avoir l'air riche. 4 et 5, c'est super important. Éviter de distribuer des aides financières aux enfants une fois adultes pour qu'ils se débrouillent et deviennent de vrais adultes autonomes. 6, savoir repérer les bonnes opportunités du marché. Et 7, bien choisir son secteur d'activité dès le départ. En fin de compte, faire fortune, pour l'immense majorité de ces gens-là, ce n'est pas du tout un coup de chance ou un gros héritage tombé du ciel. C'est une discipline de faire. C'est faire des choix de vie super intentionnels. La grande question qu'il faut se poser au final, c'est qu'est-ce qui compte le plus pour nous ? Est-ce que c'est de faire croire aux autres qu'on est riche à travers des achats impulsifs, ou est-ce que c'est d'avoir cette paix d'esprit incroyable et cette liberté absolue qui vient avec une vraie indépendance financière ? La réponse à cette seule question, c'est ce qui définira tout le reste de notre parcours.